Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La robe blanche n'était pas la mienne. La salle de bal, remplie de milliardaires de Manhattan, n'était décidément pas mon univers. Et l'homme le plus puissant de New York n'aurait absolument pas dû s'avancer vers moi avec ce sourire dévastateur. Enfin, murmura Ethan Carter, PDG du plus grand empire technologique de la côte Est, en m'attirant par la taille avant que je puisse protester. Je pensais que tu ne viendrais pas, ma chérie. Je crois que vous faites erreur. Yaneyamais finit ma phrase. Ses lèvres touchèrent les miennes dans un baiser qui fit s'arrêter le monde. Les flashs des appareils photo explosèrent autour de nous. 300 invités de l'élite new-yorkaise applaudirent. Et moi, Emma Thompson, enseignante de littérature au lycée avec un salaire de 42 000 $ par an, je me retrouvai embrassé par le célibataire le plus convoité d'Amérique. Quand nous nous séparâmes, il murmura à mon oreille. « Merci d'avoir accepté de prétendre être ma fiancée, Olivia. » « Olivia ? Olivia ? Ethan, je ne suis pas Olivia, parvins-je à balbutier, encore étourdi par le baiser. Il me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Ses yeux bleu océan s'élargirent de compréhension. « Oh mince !» C'est exactement à ce moment qu'une femme âgée et élégante s'approcha, rayonnante, couverte de diamants qui coûtaient probablement plus cher que tout mon quartier. « Ethan, mon chéri, quelle belle jeune femme. Quand est le mariage ? Il faut que j'appelle le Times pour la couverture. » Et c'est ainsi que je me retrouvai piégé dans le plus grand mensonge de ma vie, aux côtés de l'homme le plus dangereux pour mon cœur, prétendant être sa fiancée pour une famille que je ne connaissais même pas. Le pire ? Je commençais à aimer ça. Madame Carter, commença-je, essayant d'expliquer. « Oh, ma chérie, appelle-moi mamie Eleanor. Si tu épouses mon petit-fils, tu fais déjà partie de la famille. » Elle me serra dans ses bras avec une force surprenante pour ses 80 ans. « Ethan, elle est encore plus éblouissante en personne. Et cette robe, absolument divine. » Ethan passa son bras autour de ma taille, me rapprochant de lui. La chaleur de son corps et le parfum de son eau de Cologne coûteuse faisaient des choses étranges à mon estomac. Grand-mère, Emma est spéciale. Emma. Au moins, il se souvenait de mon vrai nom. Emma, quel nom charmant, applaudit Eleanor. Ma chérie, raconte-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Était-ce le coup de foudre? Ethan a toujours été un bourreau de travail. Je pensais qu'il ne trouverait jamais la bonne femme. Je regardais Ethan, paniqué. Il me gratifia d'un sourire qui concluait probablement des contrats de plusieurs milliards. Eh bien, mamie Eleanor, en fait, nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque publique de New York, interrompit Ethan avec aisance. Melissa Ethan et Austin. J'ai fait un commentaire sur Orgueil et Préjugés, et, eh bien, le reste appartient à l'histoire. Menteur. Magnifique, charmant, totalement irrésistible, mais toujours un menteur. Oh, comme c'est romantique, soupira Eleanor. Tout comme mon George, qu'il repose en paix. Il m'a conquise en discutant de Shakespeare à Central Park. D'autres personnes approchèrent politiciens, PDG, des gens que je ne voyais qu'à la télévision tous voulant rencontrer la fiancée d'Ethan Carter. Et moi, une enseignante de Queens qui faisait ses courses chez Target, je prétendais appartenir au monde le plus glamour de New York. Ma chérie, murmura Ethan à mon oreille, sa voix me donnant des frissons dans le dos. Nous devons parler en privé. Il me guida à travers la foule vers une terrasse privée surplombant tout Manhattan. La ville scintillait en contrebas comme des diamants éparpillés sur du velours noir. D'accord, laisse-moi t'expliquer, commença-t-il, passant la main dans ses cheveux noirs parfaitement coiffés. J'avais engagé une actrice pour prétendre être ma fiancée ce soir, Olivia Bennett. Elle devait gagner 50 000 $ pour une soirée de comédie. 50 000 $ plus que mon salaire annuel. Et où est cette Olivia? Bonne question. Ethan jeta un coup d'œil à sa montre en or. Elle aurait dû arriver il y a 2 heures. Apparemment, elle a décidé que ça n'en valait pas la peine. Donc, tu m'as vu dans une robe blanche et tu as supposé que j'étais ta fiancée à louer. Je croisai les bras, essayant d'avoir l'air agacé plutôt que fasciné par cet homme impossible. À ma décharge, tu étais au bon endroit au bon moment, portant la bonne couleur. Il s'approcha, et je pouvais voir de minuscules éclats dorés dans ses yeux bleus. Et quand je t'ai vu, j'ai oublié de penser correctement. Très convaincant, Monsieur Carter. Ethan, et je suis sincère. Il posa ses mains sur mes épaules, envoyant des vagues de chaleur à travers mon corps. Écoute, Emma, je sais que c'est insensé. Je sais que tu ne me connais pas, que tu ne me dois rien, mais j'ai désespérément besoin de ton aide. Pourquoi? Tu es Ethan Carter. Tu es en couverture de Forbes. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Pas pour ça. Son sourire devint triste. Ma grand-mère est malade, Emma cancer. Les médecins disent qu'il lui reste peu, être 6 mois. La seule chose qu'elle veut avant de partir, c'est me voir marié et heureux.
C'est insensé, je sais, mais ce n'est pas insensé, interrompis-je doucement. C'est de l'amour. Il me regarda avec surprise, comme si personne n'avait jamais compris auparavant. Exactement. C'est de l'amour. Sa voix devint rauque. Et je ferais n'importe quoi pour lui donner cette tranquillité d'esprit. N'importe quoi. À cet instant, la porte de la terrasse s'ouvrit, et une femme blonde éblouissante apparut, robe de créateur, bijoux qui coûtaient plus cher que des voitures, tout était trop parfait. Ethan, te voilà. S'approcha-t-elle avec un sourire prédateur. Ta grand-mère me parlait de ta petite fiancée. Comme c'est adorable. La façon dont elle dit adorable sonnait comme une insulte. Isabella, soupira Ethan. Emma, voici Isabella Langston. Isabella, ma fiancée, Emma Thompson. Isabella m'analysa de la tête aux pieds, comme si j'étais quelque chose de collé à la semelle de ses loups-boutins. Thompson. Comme c'est ordinaire, sourit-elle avec venin. Et que fais-tu dans la vie, ma chérie? Je suis enseignante. Oh! Le mot sortit comme si j'avais dit que je nettoyais les égouts. Comme c'est gentil. École élémentaire? Lycée? Littérature anglaise. Comme c'est noble. Isabella se tourna vers Ethan, m'ignorant pratiquement. Ethan, mon chéri, tu as toujours dit que tu épouserais quelqu'un de ton niveau, quelqu'un qui comprend ton monde. Sa condescendance me fit voir rouge. Mais avant que je puisse répondre, Ethan passa son bras autour de ma taille, me rapprochant de lui. Isabella. Emma comprend parfaitement mon monde. En fait, elle me donne envie d'être une meilleure personne. Il me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. N'est-ce pas, ma chérie? Et puis, sans prévenir, il m'embrassa à nouveau, mais cette fois, c'était différent, plus lent, plus profond, plus réel, comme s'il avait oublié que nous jouions la comédie, comme s'il avait oublié qu'Isabella était là, comme si nous étions les seuls à exister sur cette terrasse sous les étoiles de New York. Quand nous nous séparâmes, nous étions tous les deux essoufflés. Isabella avait disparu, et j'étais perdu dans les yeux bleus d'Ethan Carter. Emma, murmura-t-il, me tenant toujours. Ouais, je crois que je viens de compliquer les choses énormément. Pourquoi? Il sourit, et c'était le sourire le plus beau et le plus dangereux que j'avais jamais vu. Parce que maintenant, je ne sais plus si je fais encore semblant. C'est absolument insensé, murmurai-je alors qu'Ethan me guidait à travers la foule de l'élite américaine, sa main chaude contre le bas de mon dos. J'enseigne Shakespeare aux adolescents. Je vis dans un appartement d'une chambre à Queens. Je ne suis définitivement pas une fiancée pour un milliardaire. En fait, murmura-t-il, hochant poliment la tête à un sénateur qui leva son verre de champagne vers nous, tu es parfaite. Olivia était censée être professeure de littérature anglaise. Assez proche. Assez proche? Je manquais de m'étouffer avec le champagne qu'il m'avait mis dans les mains. Où est cette Olivia, d'ailleurs? La mâchoire d'Ethan se contracta presque imperceptiblement. Apparemment, elle a décidé que prétendre être fiancée à moi ne valait pas les $50 000 que je lui offrais. Elle est nestia mais venue, paie $17 000. Le loyer de toute une année pour une soirée de comédie. Et tu as supposé que j'étais elle parce que robe blanche, bon timing, mauvaise femme, évidemment. Il s'arrêta alors que sa grand-mère s'approchait à nouveau, cette fois avec ce qui semblait être la moitié du congrès à sa suite. Écoute, Emma, tu te souviens de mon nom. Je me souviens de tout ce qui est important. La façon dont il le dit fit chavirer mon estomac. J'ai besoin de ton aide. Ma grand-mère essaie de me marier depuis 3 ans. Elle a menacé de donner tout mon héritage à des œuvres de charité si je ne suis pas fiancé d'ici mon 35 anniversaire, qui est le mois prochain. Je le fixais. Tu me demandes sérieusement de faire semblant d'être fiancé avec toi, un parfait inconnu? Un parfait inconnu qui embrasse comme ça? Interrompit une voix familière. Nous nous tournâmes pour trouver ma meilleure amie Rachel, portant un plateau d'amuse-gueule, avec un sourire malicieux. Ma fille, quand tu as dit que tu travaillais à un événement de traiteur ce soir, tu as oublié de mentionner que tu serais toi-même le plat principal. La chaleur envahit mes joues. Rachel, voici Ethan Carter. Ethan tendit la main avec ce sourire dévastateur, qui concluait probablement des contrats de plusieurs milliards. Et tu dois être l'ami qui va aider à convaincre Emma de me sauver la vie. Les yeux de Rachel s'élargirent alors qu'elle manquait de lâcher son plateau. Mon Dieu, tu es Ethan Carter, le génie de la technologie, le célibataire milliardaire, le mec qui était en couverture de fortune le mois dernier. Et actuellement, dit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens, le mec qui a désespérément besoin d'une fausse fiancée, ce qu'il y a avec les contes de fées, c'est qu'ils ne vous préviennent jamais du moment où le prince charmant vous offre tout ce que vous n'aviez jamais su vouloir, et que vous devez décider si vous êtes assez courageux pour le prendre. En regardant dans les yeux bleus d'Ethan, entouré du monde scintillant de l'élite de Manhattan, je réalisais que j'allais découvrir à quel point j'étais vraiment courageuse. D'accord, m'entendis-je dire. Mais j'ai des conditions. Non mais laisse. Premièrement, ça reste strictement professionnel. Pas de ligne floue, pas de confusion sur ce que c'est. D'accord. Deuxièmement,
Quand ta grand-mère aura sa tranquillité d'esprit et que tu auras ton héritage, ça se termine proprement. Pas de drame, pas de complications. Absolument. Troisièmement, pris une profonde inspiration, je veux 75 000 $. Ethan cligna des yeux. Pardon? Tu as offert 50 000 $ à Olivia pour une soirée. Ça va être des mois de ma vie assister à des événements, rencontrer ta famille, probablement être scruté par les médias. Si je dois prétendre être follement amoureuse de toi, je veux une compensation pour le travail émotionnel. Rachel éclata de rire. Tcha, Jay, est, ma, filet. Le sourire d'Ethan fut lent et admiratif. Tu négocies durement, mademoiselle Thompson. Je suis enseignante à New York, monsieur Carter. Je connais ma valeur. C'est 75 000 $, d'accord. Il tendit la main pour une poignée de main. Partenaire. Au moment où nos mains se touchèrent, une décharge électrique remonta le long de mon bras. À la manière dont ses yeux s'assombrirent, il le sentit aussi. Partenaire, acquiesçai-je, essayant d'ignorer la façon dont mon pouls s'accélérait. Merveilleux. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la famille Carter avant que nous plongions dans cette mascarade. Nous trouvâmes un coin tranquille loin de la foule, et l'expression d'Ethan devint sérieuse. Ma famille est compliquée. Mon cousin Lucas dirige la division de la côte ouest et convoite ma position depuis des années. Ma tante Margaret pense que je suis trop jeune et téméraire pour diriger l'entreprise. Et ma grand-mère, eh bien, elle a des idées très précises sur le type de femme qui appartient à cette famille. Quel type de femme? Sophistiquée, bien connectée, quelqu'un qui peut tenir tête lors de dîners avec des politiciens et des ambassadeurs, quelqu'un qui comprend que les affaires de la famille Carter restent privées. Son expression devint sérieuse. Si nous faisons ça, Emma, il y aura des galas, des dîners de famille, des interviews avec les médias. Tu vivrais dans mon monde pendant les 4 prochains mois. 4 mois dans un monde de luxe avec un homme qui me faisait flancher les genoux rien qu'en disant mon nom. 4 mois à prétendre aimer quelqu'un dont j'étais déjà dangereusement attiré. 4 mois qui se termineraient par mon retour à ma vraie vie pendant qu'il trouverait une véritable épouse. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Pinzua. Il se dirigea vers le bar et revint avec 2 verres de vin qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Mais pendant que tu réfléchis, laisse-moi te parler des dîners du dimanche de la famille Carter. Ils sont légendaires, 3 heures d'interrogatoire déguisées en repas. Si tu peux survivre à l'un d'eux, tu peux tout survivre. Malgré tout, je ris. Tu ne rends pas ça très attrayant. Eh bien, je suis honnête. Ma famille va te tester, te défier, essayer de trouver des failles dans notre histoire. Mais voici le truc. Il me tendit un verre. Ses doigts frôlant les miens. Je pense que tu es assez forte pour leur tenir tête. Je pense que tu es assez intelligente pour jouer leur jeu et gagner. Pourquoi? Parce que je suis enseignante? Parce que je gère des adolescents toute la journée? Parce que ce soir, devant 300 personnes, tu n'as pas paniqué, tu n'es pas tombé dans les pommes. Tu ne t'es pas jeté sur moi ni n'as demandé mon autographe. Il prit une gorgée de vin, m'étudiant par-dessus le bord du verre. Tu m'as regardé dans les yeux et négocié comme une professionnelle. Ça demande du cran. Je sirotais le vin, qui valait définitivement plus que mon loyer, et essayais d'organiser mes pensées. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la manière dont Ethan me regardait, comme si j'étais une énigme qu'il voulait résoudre. Si je dis oui, dis-je lentement, à quoi cela ressemblerait-il exactement? Eh bien, d'abord, il faudrait que tu quittes ton travail d'enseignante. Quoi? Je faillis renverser mon vin. Absolument pas. Diaore mon travail. Emma, tu ne peux pas être fiancée à un milliardaire et continuer à travailler dans un lycée public à Queens. L'attention des médias serait un chaos. Tes élèves seraient harcelés. Les paparazzis camperaient devant l'école. Alors oublie. Je posai mon verre. Mes élèves ont besoin de moi. Je ne les abandonne pas pour une mascarade élaborée. Ethan leva une main. Et si nous trouvions une solution? Et si Carter Industries sponsorisait un nouveau programme artistique dans ton école? Assez de financement pour embaucher 3 nouveaux enseignants, mettre à jour la bibliothèque, offrir des bourses pour les étudiants allant à l'université? Je le fixais. Tu ferais ça, Emma? 75 000 $, c'est de la petite monnaie pour moi. Mais transformer l'expérience éducative de tes élèves, c'est un investissement qui en vaut la peine. L'offre était tentante, plus que tentante. Mon école avait désespérément besoin de ressources, et mes élèves méritaient toutes les opportunités possibles. Il y a autre chose, continua Ethan. Ma grand-mère veut te rencontrer officiellement ce week-end. Ce week-end? Brunch familial au domaine des Carter dans les Hamptons. Très décontracté. Juste la famille proche, environ 20 personnes. 20 personnes, c'est décontracté pour les Carter? Oui. Son sourire était teinté de regret. Emma, je ne vais pas te mentir. Ce ne sera pas facile. Ma famille a de l'argent, du pouvoir, et des opinions très arrêtées. Ils vont essayer de t'intimider. Et tu penses que je peux gérer ça? Ethan s'approcha,
et je pouvais sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et masculin qui me faisait tourner la tête. Je pense que tu es la femme la plus intrigante que j'ai rencontrée depuis des années. Je pense que tu es assez courageuse pour dire à un milliardaire qu'il ne te paye pas assez intelligente pour voir à travers les jeux de la haute société, et assez forte pour tenir tête dans n'importe quelle pièce. Sa voix se réduisit à un murmure. Et je pense que si quelqu'un peut m'aider à réussir ça, c'est toi. L'intensité dans ses yeux bleus rendait difficile de penser clairement. C'était un terrain dangereux, mêlant affaires et une attirance qui pourrait tout détruire sur son passage. D'accord, dis-je avant de pouvoir changer d'avis. Je vais le faire, mais nous respectons les règles. C'est professionnel, Ethan, rien de plus. Son sourire était mystérieux et légèrement malicieux. Bien sûr, Emma, strictement professionnel. Mais la façon dont il le dit, et la manière dont ses yeux s'attardèrent sur mes lèvres me firent penser que cette fausse fiancée allait être tout, sauf simple. Alors, dis-je, essayant de reprendre contenance, quand commençons-nous? Tout de suite. Il m'offrit son bras. Prête à rencontrer le reste de la haute société new-yorkaise, future Madame Carter? En retournant dans la foule de l'élite de Manhattan, je ne pouvais me défaire du sentiment que j'étais sur le point de pénétrer dans un monde qui me changerait à jamais, et la partie la plus terrifiante? Je commençais à avoir hâte. Laisse-moi clarifier, dis-je, faisant les 100 pas dans l'appartement penthouse d'Ethan qui surplombait Central Park comme un royaume de béton. Ta grand-mère, Eleanor Carter, n'est pas une grand-mère ordinaire. Elle est la matriarche de l'Empire Carter, contrôle 60% des actions de ton entreprise, et a pratiquement lancé un ultimatum, te fiancer ou perdre tout ce que ta famille a construit pendant 4 générations. C'est la version simplifiée, oui. Ethan desserra sa cravate. Et je m'efforçais de ne pas remarquer comment ce mouvement faisait bouger ses épaules sous sa chemise parfaitement taillée. Mes parents sont morts dans un accident d'avion quand j'avais 6 ans. Grand-mère Eleanor m'a élevé. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, c'est parce qu'elle a cru en moi. Je ne peux pas la décevoir. Mais tu ne peux pas non plus te marier réellement. J'ai essayé les relations. Il passa une main dans ses cheveux noirs, les ébouriffant d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Chaque femme que je rencontre veut soit mon argent, soit changer tout de ma vie. Je travaille 6 heures par jour. J'ai des bureaux dans 15 pays. Je ne suis pas vraiment un bon parti pour une relation. J'arrêtais de faire les 100 pas. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que je serais différente? Parce que, dit-il simplement, tu étais prête à partir à la seconde où tu as réalisé qui j'étais. La plupart des femmes seraient restées pour le champagne et les opportunités de réseautage. Il n'avait pas tort. J'avais calculé la sortie la plus rapide. Et parce que, continua-t-il, s'approchant, quand je t'ai embrassé ce soir, tu m'as embrassé en retour comme si j'étais juste Ethan, pas Ethan Carter, PDG de Carter Industries. Mon visage s'échauffa. À propos de ce baiser. Il était parfait. Ma grand-mère y a totalement cru. Son sourire était purement malicieux. Nous avons une alchimie naturelle, Emma. Ce n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. Alchimie naturelle, hein? C'est ce qui faisait accélérer mon pouls à chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux bleus intenses. Mon téléphone vibre. Un message de mon propriétaire. Le loyer est dû demain. Frais de retard après 10 à 8 heures. La réalité me frappa comme une vague froide. Je vivais de salaire en salaire. Mes élèves ne pouvaient pas se permettre les fournitures de base. Ma mère avait besoin de médicaments sur ordonnance que je pouvais à peine lui payer. Les 75 000 $, dis-je doucement. Quand les aurais-je? 25 000 $ d'avance. Le reste quand nous annoncerons que les fiançailles sont terminées. Ethan étudia mon visage pendant un long moment. Plus les frais de vie, le budget pour la garde-robe, et cette donation à ton école dont nous avons discuté, assez d'argent pour tout changer, aider ma mère, donner à mes élèves des opportunités dont ils n'auraient jamais rêvé, être même prendre de vraies vacances pour la première fois de ma vie d'adulte. Il y a plus que tu dois savoir, continua-t-il. Ma famille est intense. Mon cousin Lucas dirige notre division de la Silicon Valley et se positionne comme mon héritier présomptif depuis des années. Ma tante Margaret pense que je suis trop impulsif pour diriger l'entreprise. Et ma grand-mère, eh bien, elle a des idées très précises sur le type de femme qui appartient à cette famille. Quel type de femme? Éduquée, bien connectée, quelqu'un qui peut gérer des dîners d'État avec des sénateurs et des dignitaires étrangers, quelqu'un qui comprend que les affaires de la famille Carter sont sacrées et confidentielles. Son expression devint sérieuse. Si nous faisons ça, Emma, il y aura des galas de charité, des réunions du conseil d'administration, un examen médiatique, tu vivrais complètement dans mon monde. 4 mois dans un paradis avec un homme qui me faisait flancher les genoux rien qu'en disant mon nom. 4 mois à prétendre aimer quelqu'un dont j'étais déjà dangereusement attiré. 4 mois qui se termineraient par mon retour à ma vraie vie pendant qu'il trouverait une véritable épouse. J'ai besoin de règles de base, dis-je. Bin Soa. Il se dirigea vers sa cuisine, un monument scintillant de marbre et d'acier inoxydable, et revint avec une bouteille de vin et 2 verres. De quoi as-tu besoin en premier?
des espaces de vie séparés. Regarde mon appartement. En fait, ça ne marchera pas. La presse s'attendra à ce que tu vives ici dans la semaine, mais tu peux avoir toute l'aile des invités, ta propre chambre, salle de bain, espace de bureau, intimité complète. Je regardais autour du Penthouse qui était facilement 10 fois plus grand que mon appartement. Decode. Deuxième règle, pas de contact physique sauf si absolument nécessaire pour les apparitions publiques. Ethan s'arrêta en versant le vin. Définis absolument nécessaire. Se tenir la main lors d'événements, peut être un baiser pour les photos, c'est tout. Et pour les dîners familiaux? Des contacts occasionnels, s'asseoir près l'un de l'autre, le genre d'intimité inconsciente qu'ont les couples, la façon dont il dit intimité fit frémir mon estomac. On verra au fur et à mesure. D'accord. Il me tendit un verre. Quoi d'autre? Troisièmement, je veux tout savoir sur ta famille avant de les rencontrer, leur personnalité, leurs points faibles, ce qu'ils essaieront d'utiliser contre moi. Le sourire d'Ethan était admiratif. Intelligent. Très intelligent. Je n'ai pas survécu 10 ans à enseigner au lycée en étant naïve. Très bien, commençons avec Lucas. Ethan s'installa dans le fauteuil en face de moi. Il a 33 ans, MBA de Harvard, dirige nos opérations sur la côte ouest, brillant avec la technologie, impitoyable avec les gens. Il attend que je fasse une erreur pour pouvoir intervenir et prendre le contrôle. Et il me voit comme une erreur potentielle. Il te voit comme une distraction. Lucas pense que les relations personnelles rendent les gens faibles, vulnérables. Il essayera de prouver que tu es soit une chercheuse d'or, soit une responsabilité, charmant. Et ta tante Margaret? Margaret est la mère de Lucas et la belle-sœur de ma grand-mère. Elle a épousé la famille il y a 40 ans et passe chaque jour depuis à prouver qu'elle y appartient. Elle me verra comme une concurrence pour la position sociale. Et ta grand-mère? L'expression d'Ethan s'adoucit. Grand-mère Eleanor est tout pour moi. Elle est brillante, féroce, et peut voir à travers n'importe quelle tromperie à des kilomètres. Elle est aussi romantique dans l'âme. Elle veut que je trouve ce qu'elle avait avec mon grand-père. Un amour réel, durable, ce qui rend toute cette mascarade terrible, c'est pourquoi elle doit être parfaite. Il se pencha en avant, son intensité faisant accélérer mon pouls. Emma, si elle suspecte ne serait-ce qu'une seconde que c'est faux, elle ne me fera plus jamais confiance. Et si elle ne me fait pas confiance, elle donnera mon héritage à des œuvres de charité, et confiera l'entreprise à Lucas. Pas de pression, Hein. Je sais que c'est beaucoup, mais voici ce que je pense. Ma grand-mère va t'adorer. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu es exactement ce qu'elle veut pour moi. Intelligente, indépendante, ancrée, quelqu'un qui me défie au lieu de juste acquiescer à tout ce que je dis. Le vin me rendait audacieuse. C'est ce que tu veux, toi aussi? Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Ce que je veux est compliqué. Et c'est moi. Il resta silencieux un long moment, faisant tournoyer le vin dans son verre. Je veux quelqu'un qui voit au-delà de tout ça. Il fit un geste autour du penthouse. Quelqu'un qui se soucie plus de l'homme que de l'argent. Quelqu'un qui me fait rire, me fait réfléchir, me donne envie d'être meilleur que je ne suis. Ça semble assez simple, en fait. Rien dans ma vie n'est simple, Emma. Il se leva, marchant vers les fenêtres du sol au plafond, qui exposaient tout Manhattan. J'ai des réunions du conseil à Tokyo la semaine prochaine, une audience au congrès sur la confidentialité technologique la semaine d'après, et un lancement de produits qui pourrait changer toute l'industrie. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous, les relations, ou pour découvrir si quelqu'un m'aime vraiment ou juste ce que je peux lui offrir. Je le rejoignis à la fenêtre, les lumières de la ville scintillant en bas comme des étoiles tombées. Donc, tu préférais avoir une fausse relation plutôt que de risquer une vraie? Je préférerais donner à ma grand-mère la tranquillité d'esprit avant qu'elle ne meure et préserver l'héritage de ma famille intacte. Il se tourna pour me regarder, même si cela signifie manquer quelque chose qui pourrait être réel. La façon dont il le dit, en me regardant comme si j'étais ce quelque chose de réel, fit manquer un battement à mon cœur. Ethan, je sais, seulement des affaires. Tu as été très clair. Son sourire était teinté de regret. Ne t'inquiète pas, Emma. Je ne vais pas compliquer ça pour toi. Mais debout là dans son Penthouse avec la ville déployée en contrebas et l'air chargé de possibilités non dites, je commençais à penser que c'était déjà plus compliqué que nous ne voulions l'admettre. Alors, dis-je, essayant d'alléger l'ambiance, quand est-ce que je rencontre la famille? Demain. Grand-mère Eleanor organise un brunch du dimanche au domaine. Considère ça comme ton audition. Demain, Ethan? J'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Tout c'est parfait. Il s'approcha, et je pouvais sentir à nouveau son eau de Cologne se mélange enivrant de cèdre et quelque chose d'uniquement lui. Sois juste toi-même. Emma, c'est tout ce qu'elle voudra voir. Et si moi-même ne suffit pas? La main d'Ethan vint caresser mon visage, son pouce effleurant ma joue dans un geste si tendre qu'il me coupa le souffle. Fais-moi confiance, dit-il doucement. Tu es plus que suffisante. Pendant un moment, nous restâmes là, sa main chaude contre ma peau, les lumières de la ville reflétées dans ses yeux bleus.
Il aurait été si facile de me pencher vers lui, d'oublier les contrats et les fausses fiançailles et toutes les raisons pour lesquelles c'était dangereux. À la place, je reculais. Je devrais y aller. Tôt demain matin, et je dois trouver ce que l'on porte pour un brunch avec des milliardaires. En fait, le sourire d'Ethan était mystérieux, je m'en suis occupé, il devrait y avoir quelques options livrées à ton appartement dès demain matin. Tu m'as acheté des vêtements? J'ai acheté des vêtements à ma fiancée. C'est différent, non? Ma fausse fiancée. C'est ce que j'étais. Alors pourquoi ça semblait être bien plus? Le domaine des Carter dans les Hamptons n'était pas une maison. C'était une déclaration, s'étendant sur 27 acres de propriété en bord de mer Immaculée. La résidence principale ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées européen. Tout en pierre et verre et une architecture élancée qui semblait toucher les nuages. Alors que notre voiture de ville noire remontait l'allée circulaire bordée de haies parfaitement taillées, je sentis ma confiance vaciller pour la première fois depuis que j'avais accepté cet arrangement insensé. « Respire, ma chérie », murmura Ethan, sa main trouvant la mienne là où elle était crispée sur mes genoux. Son pouce traça sur mes jointures dans un geste censé être réconfortant, mais qui envoya à la place une décharge électrique dans mon bras. « Ils vont t'adorer. » « Facile à dire pour toi, » répondis-je, lissant la robe Chanel couleur crème qui était apparue chez moi ce matin-là avec des chaussures, des bijoux, et un sac à main qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. « Ce n'est pas toi qui passes une audition pour le rôle de la future épouse Carter. En fait, dit-il avec un sourire qui fit frémir mon estomac, je pense que je passe aussi une audition. Grand-mère Eleanor a des opinions très arrêtées sur mes choix de vie, et elle n'est pas timide pour les exprimer. L'entrée principale était encore plus intimidante que l'extérieur, d'immenses portes en chêne qui semblaient appartenir à un château médiéval, flanquées de colonnes de marbre s'élevant sur 3 étages. Mais la véritable intimidation commença lorsque ces portes s'ouvrirent pour révéler, non pas un majordome comme je m'y attendais, mais Eleanor Carter elle-même. À 82 ans, la grand-mère d'Ethan était encore une force de la nature petite, mais imposante, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon élégant et des yeux du même bleu perçant que ceux de son petit-fils. Elle portait une robe bleu marine simple mais visiblement coûteuse et des perles qui appartenaient probablement à un musée. « Ethan, mon cher garçon, » dit-elle, l'enlaçant chaleureusement avant que ses yeux perçants ne se tournent pour m'évaluer. Et voici Emma. Sa voix portait l'autorité d'une femme qui avait construit un empire aux côtés de son défunt mari. Mais il y avait aussi de la chaleur. Je m'avançai, pleinement consciente que chacun de mes mouvements était évalué. « Madame Carter, c'est un tel honneur de vous rencontrer, » dis-je, tendant la main. Au lieu de la serrer, elle me tira dans une étreinte étonnamment forte. « Appelle-moi Eleanor. Ma chère. Si tu vas faire partie de cette famille, nous commençons comme nous avons l'intention de continuer. » Elle recula, étudiant mon visage avec l'intensité de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les gens pour vivre. « Tu es encore plus ravissante que ne le suggérait la photo. Et tu as une bonne posture. C'est important pour les caméras. Merci, Eleanor. Venez, venez. Tout le monde est sur la terrasse. Je veux tout savoir sur la manière dont mon petit-fils impossible a finalement convaincu une femme d'une intelligence évidente de tolérer ses tendances de bourreau de travail. » Elle passa son bras sous le mien, me séparant efficacement d'Ethan alors que nous traversions des pièces qui semblaient appartenir au Metropolitan Museum of Art, des peintures à l'huile de maître que je reconnaissais des manuels scolaires, des meubles qui valaient probablement plus que la plupart des maisons, des fleurs fraîches qui devaient coûter une fortune à arranger, mais c'était la terrasse qui me coupa vraiment le souffle. Surplombant l'océan Atlantique, elle était dressée avec une table qui aurait pu accueillir un dîner d'état, du cristal captant la lumière du matin, de l'argent scintillant comme des miroirs, des couverts qui étaient des œuvres d'art en eux-mêmes. Et assis autour de cette table se trouvaient les personnes qui détermineraient si j'étais digne de leur monde. « Tout le monde, » annonça Eleanor, sa voix portant facilement à travers l'espace, « je voudrais vous présenter Emma Thompson, la fiancée d'Ethan. » L'examen fut immédiat et intense. Je me sentis comme un spécimen sous un microscope alors que 6 paires d'yeux m'évaluaient de la tête aux pieds. Lucas Carter se leva de son siège en premier. Grand et mince comme son cousin, mais là où Ethan rayonnait de chaleur, Lucas était tout en angle vif et calcul. Sa poignée de main était ferme au point d'être agressive, son sourire n'atteignant jamais ses yeux sombres. « Emma, » dit-il, sa voix douce comme de la soie et 2 fois plus dangereuse. « Bienvenue dans la famille. Ethan nous a si peu parlé de toi. Nous commencions à penser que tu étais imaginaire. »« Rien d'imaginaire chez moi, » répondis-je, soutenant son regard fermement. Bien que je suppose que c'est ce qui rend cela si spécial. Ethan et moi préférons garder notre vie privée. Comme c'est délicieusement démodé, dit Margaret Carter Blackwell, la mère de Lucas. Elle était belle de la manière que l'argent pouvait acheter, parfaitement préservée, impeccablement stylée, mais froide comme l'hiver. De mon temps, des fiançailles appropriées signifiaient des mois de fêtes et d'annonces. Mais je suppose que les enseignantes ont des coutumes différentes. La condescendance dans sa voix était subtile mais indéniable. Avant que je puisse répondre,
la main d'Ethan se posa sur le bas de mon dos, un geste de soutien qui, d'une certaine manière, me stabilisa. Emma privilégie la substance à l'apparat, tante Margaret, dit-il fermement. C'est une des choses que j'aime le plus chez elle. La façon dont il dit me fit accélérer mon pouls, même si je savais que tout cela faisait partie de la comédie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Demanda Sophia Carter-Chen, la femme de Lucas, qui semblait réellement curieuse plutôt qu'hostile. L'histoire dans les journaux était si vague. Et c'était le moment de vérité. Nous avions répété cette histoire, mais assise ici sous le regard scrutateur de sa famille, je me retrouvais à dévier du script une fois de plus. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Columbia, dis-je, le mensonge venant étonnamment facilement. J'étais là à corriger des copies, et Ethan était à la table d'à côté en train de passer un appel professionnel. Quand il a raccroché, il s'est excusé d'avoir été si bruyant et a demandé ce que je lisais. « Et que lisais-tu » demanda Eleanor, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Gatsby le Magnifique. Mes élèves avaient du mal avec le concept du narrateur non fiable, et j'essayais de trouver de nouvelles façons de l'expliquer. Ah, Nick Carraway, interrompit Lucas. L'exemple ultime d'une narration subjective. Mais sûrement que tes élèves sont trop jeunes pour comprendre les nuances de la perspective narrative. Voilà, le premier test. Lucas essayait clairement de rejeter à la fois mon intelligence et les capacités de mes élèves d'un seul coup. En fait, dis-je, sentant le feu familier qui s'allumait toujours quand quelqu'un sous-estimait les adolescents, mes élèves sont brillants. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur fasse confiance avec des idées complexes. Une fois que j'ai expliqué que Nick pourrait se mentir à lui-même à propos de Gatsby, ils ont commencé à voir toute l'histoire différemment. Ils ont compris que parfois les vérités les plus importantes sont celles que nous avons peur d'admettre. La main d'Ethan pressa légèrement mon dos. Approbation, peut être, ou encouragement. Et quel était l'avis d'Ethan sur votre discussion littéraire? Demanda Margaret, son ton suggérant qu'elle doutait qu'il en ait un. Il était totalement en désaccord avec moi, dis-je, jetant un regard à Ethan avec un sourire qui semblait étonnamment naturel. Il a soutenu que Nick était juste naïf, pas non fiable. Nous avons fini par en débattre pendant 2 heures, et je suis presque sûr d'avoir gagné. Tu as définitivement gagné, dit Ethan, sa voix chaleureuse avec ce qui semblait être une véritable affection. Tu m'as fait voir tout le roman sous un jour complètement nouveau. Je l'avais lu une 12aine de fois auparavant, mais je n'avais jamais compris ce que Fitzgerald faisait vraiment jusqu'à ce qu'Emma me l'explique. Comme c'est romantique, dit Sophia avec une chaleur sincère. Une cour basée sur un débat intellectuel. On dirait quelque chose sorti d'un roman de Jane Austen. En parlant de romantisme, dit Eleanor, s'installant dans son fauteuil avec une satisfaction évidente, je veux entendre parler de la demande en mariage. Ethan est notoirement discret sur ces choses, mais une grand-mère a ses droits. Mon cœur s'arrêta. Nous n'avions pas préparé cette question. Comment étais-je censé décrire une demande qui n'avait jamais eu lieu? C'était, commençai-je, mon esprit cherchant quelque chose de crédible. Parfait, interrompit Ethan avec aisance, sa main glissant de mon dos à mon épaule dans un geste qui semblait inconsciemment protecteur. J'avais tout un plan élaboré dîner au Bernardin, un quatuor à cordes, tout le tralala. Mais ensuite, nous nous promenions dans Central Park après avoir visité le Mai, et Emma parlait de cette élève à elle qui venait d'être acceptée dans l'université de ses rêves, et elle était si passionnée, si belle au clair de lune. Il s'arrêta, ses yeux bleus rencontrant les miens avec une intensité qui me coupa le souffle, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre une minute de plus. Je me suis mis à genoux là, près du pont Beau, et je lui ai demandé de m'épouser. Sans bague? Demanda Lucas, son ton sceptique. La bague faisait partie du plan élaboré, répondit Ethan facilement. Mais Emma a dit oui quand même. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une bague pour savoir ce qu'elle ressentait pour moi. C'était une belle histoire romantique, crédible, et totalement fictive. Alors pourquoi la manière dont Ethan me regardait rendait-elle cela presque réel? Eh bien, où est la bague maintenant? Demanda Margaret. Sûrement que vous avez eu le temps de corriger cet oubli. En fait, dit Eleanor, se levant de son fauteuil avec un sourire mystérieux, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Elle disparut dans la maison un instant, revenant avec une petite boîte en velours qui semblait avoir vu des générations d'histoires d'amour. Ceci, dit-elle, ouvrant la boîte pour révéler la bague la plus éblouissante que j'avais jamais vue, appartenait à l'arrière-arrière-grand-mère d'Ethan. Elle attendait la bonne femme depuis plus d'1 siècle. La bague était une œuvre d'art, un diamant taille brillant entouré de pierres plus petites dans un sertissage à la fois classique et unique. Elle captait la lumière du matin et la renvoyait en scintillements arc-en-ciel qui faisaient briller mes yeux. « Grand-mère » commença Ethan, mais elle leva une main. « La famille Carter a une tradition, Ethan. L'héritier n'hérite pas seulement de l'argent et des responsabilités. Il hérite de la bague qui le liera à son véritable amour. » Ses yeux passèrent entre nous, cherchant quelque chose que je n'étais pas sûr que nous puissions lui donner. « Si Emma est vraiment ton choix, alors cette bague lui appartient. » Le poids du moment s'installa sur la terrasse comme une couverture. Ce n'était plus seulement à propos de nos fausses fiançailles.
Il s'agissait de la tradition familiale, des héritages et des promesses qui s'étendaient sur des générations. « Éléanore, dis-je doucement, je suis honorée, mais je ne pourrai pas sottise, dit-elle vivement. Ethan, mets cette bague au doigt de ta fiancée, là où est sa place. » Ethan prit la boîte avec des mains remarquablement fermes, considérant que nous étions sur le point de franchir une ligne que nous avions convenu de ne jamais franchir. Quand il me regarda, demandant une permission silencieuse, je hochai légèrement la tête. La bague glissa sur mon doigt comme si elle avait été faite pour moi. Et quand Ethan ne lâcha pas immédiatement ma main, je sentis quelque chose changer entre nous, quelque chose de dangereux, merveilleux et absolument terrifiant. Parfaitement adapté, observa Eleanor avec satisfaction, comme je savais qu'elle le serait. Elle est magnifique, murmurai-je. Et elle l'était. Elle valait aussi plus que ce que je gagnerais dans une vie d'enseignante. Mais ce n'était pas ce qui rendait ma gorge serrée d'émotion. C'était la façon dont Ethan tenait toujours ma main, son pouce traçant sur la bague comme s'il mémorisait la vue de celle-ci-là. « Eh bien, dit Eleanor, s'installant à nouveau dans son fauteuil, parlons du mariage. » Mon estomac se noua. « Le mariage ? Bien sûr, ma chère. Il nous faudra au moins 6 mois pour planifier correctement. Je pense au printemps, peut être avril ou mai. Les jardins ici sont spectaculaires à ce moment-là, et le temps est parfait pour une cérémonie en extérieur. Grand-mère, dit Ethan prudemment, nous n'avons pas vraiment discuté du timing encore. Eh bien, de quoi discuter? Tu as 34 ans. Emma semble être à un âge raisonnable pour avoir des enfants, et je ne rajeunis pas. Mariage au printemps, lune de miel en été, et, avec un peu de chance, un arrière-petit-enfant pour Noël prochain. Je faillis m'étouffer avec mon mimosa. Des enfants? Eh bien, bien sûr, ma chère. La lignée des Carter doit continuer. Je suppose que tu veux des enfants. Je regardais Ethan, paniqué. Cette conversation s'était tellement éloignée de notre arrangement professionnel que je me sentais noyé. Emma adore les enfants, dit Ethan avec aisance, bien que je puisse voir la tension dans sa mâchoire. Elle a consacré sa vie à leur éducation. Merveilleux. Bien que, une fois mariée, tu devras quitter ce travail, bien sûr. La femme du PDG de Carter Industries ne peut pas travailler dans une école publique à Queens. Tu auras des obligations caritatives, des responsabilités sociales. En fait, dis-je, retrouvant ma voix, j'adore enseigner. Je ne peux pas imaginer y renoncer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Margaret semblait choquée, Lucas semblait sinistrement satisfait, et même Sophia semblait surprise par ma déclaration. Emma, dit Eleanor prudemment. J'admire ton dévouement, vraiment, mais le mariage implique des compromis, sûrement que tu comprends que la position d'Ethan exige certains ajustements. Bien sûr, dis-je, sentant la tension d'Ethan rayonner à côté de moi. Mais je pense que je peux équilibrer les deux. Mon travail est important pour moi. C'est une partie de qui je suis. Comme c'est admirablement indépendant, dit Lucas, son ton indiquant clairement qu'il ne le pensait pas comme un compliment, bien que je me demande si tu comprends pleinement ce que signifie épouser cette famille. L'examen minutieux, les attentes, le manque total d'intimité. Je suis plus résistante que j'en ai l'air, répondis-je, soutenant son regard directement. Vraiment? Margaret se pencha en avant, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Parce que cette famille construit sa réputation depuis 4 générations. Un scandale, un titre embarrassant, un moment de mauvais jugement, et tout peut s'écrouler. La menace dans ces mots était indéniable, et je sentis ma colère s'enflammer, mais avant que je puisse répondre, la main d'Ethan serra la mienne en avertissement. « Tante Margaret, dit-il, sa voix portant une pointe dangereuse, je pense que tu oublies qu'Emma est mon choix, et je ne fais pas de mauvais choix. Vraiment. Demanda Lucas docemente. Parce que, de là où je suis, choisir d'épouser quelqu'un que tu connais depuis si peu de temps, quelqu'un si complètement en dehors de notre monde, semble exactement le genre de décision impulsive, qui pourrait détruire tout ce pourquoi notre famille a travaillé. Le défi était lancé. Il ne s'agissait pas seulement de savoir s'il m'approuvait. Il s'agissait de savoir s'il faisait confiance au jugement des temps, s'il croyait qu'il était apte à diriger l'empire familial. Vous savez quoi? Dis-je, posant mon verre avec un calme délibéré. Je pense que vous avez peur. Pardon? La voix de Margaret aurait pu geler du champagne. Vous avez peur qu'Ethan n'ait pas autant besoin de vous que vous le pensiez. Vous avez peur que quelqu'un de l'extérieur de votre monde soigneusement contrôlé puisse réellement le rendre heureux, et vous avez peur que s'il est heureux, il ne soit pas aussi facile à manipuler. Le silence était assourdissant. Même l'océan semblait avoir cessé de faire du bruit. Emma, avertit Ethan doucement. Mais j'avais déjà dépassé le stade de la diplomatie. Je n'ai être pas grandi avec de l'argent, mais je sais à quoi ressemble l'amour, et je sais aussi à quoi ressemble la peur. Et en ce moment, en regardant autour de cette table, je vois beaucoup plus de peur que d'amour. Je me levai, la bague de la famille Carter captant la lumière alors que je posais ma serviette sur la table. Si vous voulez bien m'excuser, je pense que j'ai besoin d'air. Je m'éloignai de la table la tête haute,
mais à l'intérieur, je tremblais. J'avais juste déclaré la guerre à une des familles les plus puissantes d'Amérique pour une fausse fiancée avec un homme qui me payait pour prétendre l'aimer. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? La plage était accessible par un escalier privé qui descendait la falaise, et j'enlevais mes talons de créateur pour marcher pieds nus dans le sable. L'océan était plus calme que mes pensées, les vagues léchant doucement le rivage pendant que j'essayais de comprendre comment j'avais laissé les choses devenir si compliquées si rapidement. C'était toute une performance. Je me tournai pour trouver Ethan marchant vers moi, sa veste de costume jetée sur son épaule et sa cravate desserrée. Il ressemblait à une publicité pour une eau de Cologne coûteuse, cheveux ébouriffés par le vent et structure osseuse parfaite. Performance? Je sentis ma colère remonter. C'est ce que tu penses que c'était? Je pense que c'était toi qui me défendais alors que tu n'avais pas à le faire. Je pense que c'était toi qui tenais tête à ma famille quand la plupart des gens n'oseraient pas. Il s'arrêta à quelques pas, ses yeux bleus sérieux. Je pense que c'était incroyablement courageux et être très stupide. Merci. Tu sais vraiment comment faire qu'une fille se sente spéciale. Emma. Sa voix était douce maintenant, et quand il s'approcha, je pouvais voir l'inquiétude dans son expression. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. J'avais juste besoin d'une minute pour me rappeler que tout ceci est faux. Je levai la main, la bague scintillant au soleil de l'après-midi. Cette bague, ces fiançailles, tout ce conte de fées, rien de tout cela n'est réel, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton me fit le regarder vivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une manière qui fit battre mon cœur, je veux dire que tout ce que tu as dit là, était vrai à propos de ma famille qui a peur, qui essaie de me contrôler, et quand tu m'as défendu, quand tu leur as tenu tête étant, je sais que nous avons convenu que c'était professionnel. Je sais que nous avons des règles. Mais Emma, la façon dont je me sens quand je suis avec toi, la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur que je ne suis, ce n'est pas faux. C'est la chose la plus réelle dans ma vie en ce moment. Mon cœur battait la chamade, mais je me forçais à reculer. Tu te laisses emporter par le moment. Le cadre, le drame familial, la pression, tout cela rend les choses plus intenses qu'elles ne le sont. Vraiment? Il s'approcha, assez près pour que je puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bleus. Parce que j'ai ressenti cela au moment où je t'ai embrassé à cette soirée, avant même de connaître ton nom, avant que tout ceci commence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ethan, arrête. Mais ma voix sortit essoufflée au lieu d'être ferme. Pourquoi? Parce que c'est gênant? Parce que ça ne fait pas partie de notre accord? Sa main vint caresser mon visage, son pouce traçant sur ma joue. Depuis quand les meilleures choses de la vie suivent-elles un plan d'affaires? J'aurais dû m'éloigner, lui rappeler les règles, les limites, toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. Au lieu de cela, je me retrouvais à me pencher vers son contact. C'est dangereux, murmurai-je. Les meilleures choses le sont généralement. Il était là, ses lèvres à quelques centimètres des miennes, et tout ce que j'avais à faire était de me mettre sur la pointe des pieds. Et, étant, Emma. La voix d'Eleanor porta depuis la terrasse au-dessus de nous. Revenez ici. Nous n'avons pas fini notre conversation. Le moment se brisa comme du verre. Ethan recula, et je ressentis immédiatement la perte de sa chaleur. Nous devrions y aller, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Oui, nous devrions. Mais alors que nous remontions vers les escaliers, la bague de la famille Carter lourde à mon doigt et l'aveu d'Ethan résonnant dans mon esprit, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous venions de franchir une ligne que nous ne pourrions jamais retraverser. Et la partie terrifiante? Je n'étais pas sûr de vouloir revenir en arrière. Tu as été magnifique aujourd'hui, dit Ethan alors que nous nous tenions dans l'ascenseur de son immeuble, les lumières scintillantes de Manhattan déployées en contrebas à travers les parois de verre. La façon dont tu as géré l'interrogatoire de Lucas sur ton passé, comment tu as connecté avec grand-mère Eleanor sur la littérature, la manière dont tu as tenu tête à la condescendance de Margaret, je n'aurais pas pu demander une meilleure performance. Performance? Ce mot encore. Ton cousin ne me fait pas confiance, dis-je, regardant les numéros d'étage grimper vers le Penthouse. Et ta tante pense que je suis une sorte d'opportuniste social qui a eu de la chance avec un petit ami riche. Margaret pense que tous ceux qui ne sont pas nés riches sont des opportunistes sociaux. Et Lucas, la mâchoire d'Ethan se contracta presque imperceptiblement, Lucas te voit comme une menace pour ses ambitions. Si je suis heureux et installé, je suis moins susceptible de me tuer au travail et de lui donner le contrôle de l'entreprise sur un plateau d'argent. L'ascenseur tinta doucement alors que nous atteignions son étage, mais aucun de nous ne bougea pour sortir. L'espace semblait soudain plus petit, plus intime, chargé de l'électricité qui s'était accumulée entre nous toute la journée. « C'est ce que tu veux ?» demandai-je doucement, me tournant enfin pour lui faire face pleinement. « Te tuer au travail pour une entreprise que ta famille semble plus intéressée à contrôler qu'à soutenir, c'est ce que j'ai toujours fait. » Il s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, et pour la première fois depuis que je le connaissais, Ethan Carter semblait fatigué, pas juste physiquement épuisé, mais profondément là dans son âme.
Mes parents ont construit Carter Industries d'une petite entreprise de logiciels en une des corporations technologiques les plus influentes au monde. Quand ils sont morts, je me suis promis de la rendre encore plus grande, encore plus prospère. Mission accomplie, je suppose. Mais d'une certaine manière, ça ne semble jamais suffisant. Être parce que tu as été tellement concentré sur la construction de leurs rêves que tu n'as jamais compris à quoi ressemblaient tes propres rêves. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer, mais Ethan les attrapa de sa main, les maintenant ouvertes tout en étudiant mon visage avec ses yeux bleus pénétrants. Quand es-tu devenu si sage sur des choses dont tu ne sais rien? J'enseigne au lycée, souviens-toi. La moitié de mon travail consiste à aider les enfants à découvrir qui ils sont par rapport à ce que tout le monde attend d'eux. Je passais devant lui dans le couloir, pleinement consciente de la manière dont son eau de Cologne semblait m'envelopper. Parfois, les leçons vont dans les deux sens. Son pantouse semblait différent ce soir, plus intime d'une certaine manière, malgré sa taille immense et sa perfection minimaliste. Être était-ce la façon dont les lumières de la ville peignaient tout en or et argent. Ou être était-ce le poids de la bague familiale à mon doigt, un rappel constant de la profondeur dans laquelle nous nous étions engagés dans cette tromperie. Un verre? Offrit-il, se dirigeant déjà vers le chariot de bar qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Je devrais rentrer chez moi. Pourquoi? La simple question flottait dans l'air entre nous, chargée d'implications que nous n'étions pas prêts à exprimer. Pourquoi devrais-je retourner dans mon appartement exigu à Queens quand je pouvais rester ici dans ce palais surplombant Manhattan? Pourquoi maintenir la distance que j'avais insisté à garder quand chaque moment avec Ethan me donnait envie de réduire l'écart entre nous? Parce que, dis-je enfin, nous avons été en représentation toute la journée. N'as-tu pas besoin d'une pause dans cette comédie? Ethan se versa un scotch, quelque chose de cher et ambré qui captait la lumière comme de l'or liquide, et se tourna pour me faire face. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait accélérer mon pouls. Est-ce que tu penses que c'est ce que nous faisions aujourd'hui? Faire semblant? N'est-ce pas le cas? Il posa son verre et marcha vers moi lentement, délibérément, comme un prédateur qui avait enfin décidé d'arrêter de jouer avec sa proie. Quand je t'ai défendu face à Margaret cet après-midi, faisais-je semblant? Quand je t'ai regardé t'illuminer en parlant des réussites de tes élèves, était-ce faux? Quand je ne pouvais pas détacher mes yeux de toi pendant le brunch parce que tu étais la personne la plus fascinante à cette table? Était-ce une partie de notre arrangement professionnel? Mon souffle se coupa alors qu'il s'arrêtait à quelques centimètres. Assez près pour que je puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux bleus. Assez près pour compter les cils noirs qu'une femme aurait tués pour avoir. Ethan, dis-je, je sais quelles sont nos règles. Je sais quelles sont nos règles, Emma. Je les ai écrites, mais quelque part entre ce premier baiser au gala de charité et aujourd'hui, quelque chose a changé pour moi. Sa main vint caresser mon visage, son pouce effleurant ma joue avec une douceur dévastatrice. Je ne fais plus semblant. Tu dois le faire, murmurai-je, même si je me penchais dans son contact comme une fleur se tournant vers le soleil. Parce que je ne peux pas faire ça si c'est réel. Pourquoi pas? Parce que tu es Ethan Carter. Tu es en couverture du magazine Fortune. Tu as des sénateurs à tes dîners familiaux, et des bâtiments nommés d'après tes ancêtres. Et je ne suis qu'un. Je luttais pour trouver des mots qui pourraient englober la vaste distance entre nos mondes. Je ne suis personne de spécial. Tu es quoi? Sa main trouva ma taille, me rapprochant jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Brillante. Belle. La première personne en année qui me défie de penser différemment à tout. Sa voix se réduisit à un murmure. La femme qui est entrée dans mon monde sans rien demander et qui a réussi à rendre tout sensé pour la première fois de ma vie. Je suis temporaire, dis-je désespérément, essayant de m'accrocher à la réalité même si sa proximité faisait tourner ma tête. C'était l'accord. 4 mois, et ensuite je retourne à ma vraie vie pendant que tu trouves quelqu'un réellement adapté à ton monde. Les accords peuvent être renégociés. Il se pencha, son front reposant contre le mien, me donnant toutes les opportunités de m'éloigner, de maintenir les limites sur lesquelles nous avions convenu, mais je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais me fondre en lui et oublier toutes les raisons logiques pour lesquelles c'était impossible. C'est dangereux, murmurai-je. Mais mes mains avaient trouvé leur chemin jusqu'à sa poitrine, sentant son cœur battre à travers le coton coûteux de sa chemise. Les meilleures choses le sont généralement. Quand ses lèvres touchèrent les miennes cette fois, ce n'était pas pour les caméras ou les membres de la famille ou un quelconque public sauf la ville scintillante en contrebas. C'était doux et sucré et désespéré à la fois, comme s'il essayait de verser des mois de sentiments refoulés dans un seul baiser, et que le ciel me vienne en aide. Je l'embrassai en retour tout aussi désespérément, mes mains se crispant dans sa chemise comme si je pouvais m'ancrer à ce moment et le faire durer éternellement. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions fort tous les deux, et je pouvais voir ma propre confusion et désir reflétés dans ses yeux. Reste, dit-il simplement, sa voix rauque d'émotion. Ethan, restez juste. Nous n'avons pas à décider quoi que ce soit ou définir quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit. Ne retourne pas dans ton appartement vide ce soir. Reste ici avec moi.
C'était la pire idée dans l'histoire des idées terribles. Cela allait à l'encontre de toutes les règles que nous avions établies, de toutes les limites que j'avais fixées pour protéger mon cœur. Cela rendrait la fin inévitable tellement plus difficile quand la réalité reviendrait en force. Mais en le regardant vraiment pas la couverture de magazine ou la photo d'entreprise, mais l'homme qui venait de m'embrasser, comme si j'étais précieuse au-delà de toute mesure, je réalisais que j'étais déjà trop impliqué pour me protéger. D'accord, m'entendis-je dire, je reste. Son sourire était radieux, transformant tout son visage de la perfection d'entreprise en quelque chose de chaleureux, réel et dévastateur. Bien, parce que j'ai quelque chose à te montrer. Il me guida à travers son appartement jusqu'à une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant, nichée derrière le salon principal. Quand il l'ouvrit, je hoquetai. C'était une bibliothèque, pas juste une pièce avec quelques étagères, mais une véritable bibliothèque d'ancien monde qui appartenait à un château ou une université. Des étagères du sol au plafond tapissaient chaque mur, remplis de milliers de volumes dans ce qui semblait être des dizaines de langues. Des fauteuils de lecture confortables étaient éparpillés dans la pièce, chacun avec sa propre lampe de lecture et table d'appoint. Une échelle roulante donnait accès aux étagères les plus hautes, et au centre de la pièce, comme un hôtel à la littérature, se trouvait une vitrine en verre contenant ce qui semblait être des premières éditions de certains des ouvrages les plus célèbres au monde. C'est incroyable, soufflai-je, tournant lentement sur moi-même pour tout absorber. Depuis combien de temps collectionnes-tu? Depuis que j'ai 16 ans, dit Ethan, marchant vers une étagère et en sortant une copie usée de l'attrape-cœur. Après la mort de mes parents, les livres étaient un refuge. Ils ne partaient pas. Ils ne changeaient pas. Ils étaient toujours exactement là où je les avais laissés. Il ouvrit le livre avec soin, et je pouvais voir des notes dans les marges écrites d'une écriture adolescente. C'était le premier livre que j'ai acheté après les funérailles. Je l'ai probablement lu 20 fois cette première année. Tu ne m'as jamais dit que tu étais un amoureux de la littérature. Je ne le dis à personne. Les PDG sont censés lire des revues économiques et des rapports de marché, pas de la poésie et des romans. Il replaça le livre avec soin, ses doigts s'attardant sur le dos. Mais tu m'as fait me souvenir pourquoi les histoires comptent, pourquoi elles valent la peine d'être préservées, partagées et chéries. Je le fixais, cet homme compliqué qui cachait une âme romantique derrière une armure d'entreprise, qui remplissait ses espaces privés de rêves et d'histoires et de mots magnifiques tout en projetant rien d'autre que l'efficacité professionnelle au monde. Ethan, dis-je doucement, ma voix se brisant sur son nom, je pense que je suis en sérieux danger ici. Bien, dit-il, traversant la pièce pour me prendre à nouveau dans ses bras. Parce que moi aussi. Cette fois, quand il m'embrassa dans sa bibliothèque secrète entourée de milliers d'histoires d'amour, je ne pensais pas aux règles, au contrat ou à la fin inévitable. Je pensais juste à combien je m'intégrais parfaitement dans ses bras et comment, juste peut être, certains contes de fées valaient le risque, mais les contes de fées, comme j'allais l'apprendre, prennent rarement en compte les complications de la vraie vie. Mon téléphone vibra avec insistance dans mon sac, brisant le moment. Ethan gémit doucement alors que je m'éloignais à contre-cœur pour vérifier. C'est Rachel, dis-je, fronçant les sourcils devant le ton urgent de ses messages. Elle dit qu'il y a quelque chose que je dois voir. Quelque chose à propos de nous. À propos de nous? L'expression d'Ethan s'aiguisa de préoccupation. Quel genre de choses? J'ouvrais déjà le lien que Rachel m'avait envoyé, et ce que je vis fit geler mon sang. C'était un blog de potins. Un de ces sites de scandale de célébrités qui prospèrent en détruisant la vie des gens pour des clics et des revenus publicitaires. Le titre me donna envie de vomir. Amour faux pour de l'argent réel. La vérité derrière les fiançailles d'Ethan Carter. En dessous se trouvait une photo de nous au gala de charité. Mais ce n'était pas l'image romantique qui était apparue dans les pages de la société. Cette photo avait été prise de loin, capturant le moment juste après notre premier baiser, quand Ethan avait cette expression choquée sur le visage. La légende disait, le PDG milliardaire Ethan Carter semble stupéfait après avoir embrassé une femme mystérieuse au gala de charité, mais des sources disent que tout cela n'est que du spectacle. Oh non, murmurai-je, faisant défiler pour lire l'article. Oh non. Oh non. Oh non. Que dit-il? Ethan lisait maintenant par-dessus mon épaule, son corps tendu d'alarme. L'article était pire que ce que j'avais pu imaginer. Quelqu'un avait tout divulgué. Le plan initial d'engager une actrice, l'absence d'Olivia, l'improvisation désespérée qui avait conduit à mon implication, ils avaient des détails sur le paiement de 50 000 $, sur l'ultimatum de l'héritage familial, sur la chronologie de nos fausses fiançailles, mais le pire de tout, ils avaient des citations de quelqu'un qui connaissait clairement les détails intimes de notre arrangement. Ethan Carter était si désespéré de tromper sa grand-mère mourante qu'il a engagé une actrice pour prétendre être sa fiancée. Quand cela a échoué, il a attrapé la première femme qu'il a vue et l'a convaincue de jouer le jeu pour de l'argent. Toute l'affaire est fausse, une transaction commerciale conçue pour sécuriser son héritage. La vraie question est, combien de temps peuvent-ils maintenir le mensonge? Qui saurait tout cela? Demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure.
Nous avons été si prudents. Le visage d'Ethan était devenu pâle, mais ses yeux brillaient de fureur. Il n'y a que quelques personnes qui étaient au courant du plan initial avec Olivia, mon assistant, l'organisateur de l'événement, et ma famille. Sa voix était mortellement calme. Quelqu'un à ce brunch aujourd'hui a compris ce qui se passait vraiment et a décidé de nous détruire avant que nous puissions aller plus loin. Mon téléphone sonna, nous faisant sursauter tous les deux. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Eleanor Carter. « Ne réponds pas », dit Ethan immédiatement. « Je dois le faire. C'est ta grand-mère, et si elle a vu ça je glissais pour accepter l'appel, le mettant sur haut-parleur avec des mains tremblantes. « Bonjour, Eleanor. Emma, ma chère. » Sa voix était calme, ce qui rendait tout pire d'une certaine manière. « Je suppose que tu as vu l'article plutôt peu flatteur qui circule sur les réseaux sociaux. »« Oui, madame. »« Bien. Alors tu comprendras pourquoi j'ai besoin que toi et Ethan veniez à la maison immédiatement. Nous avons beaucoup à discuter. » La ligne se coupa, nous laissant debout dans la magnifique bibliothèque d'Ethan, entourée d'histoires d'amour qui semblaient soudain se moquer de notre situation. « Elle sait, dis-je inutilement. »« Elle a toujours su, » répondit Ethan, passant ses mains dans ses cheveux. « La question est ce qu'elle prévoit de faire à ce sujet. Peut-être que je devrais juste partir, disparaître, te laisser lui dire que c'était mon idée que je t'ai séduit dans ce stratagème pour de l'argent. Au moins comme ça, tu pourrais sauver ta relation avec elle. » Absolument pas. La voix d'Ethan était féroce, alors qu'il attrapait mes mains. « Nous sommes ensemble dans cette affaire, Emma. Quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ensemble. Mais ton héritage, l'entreprise de ta famille survivra ou non. Mais je ne te laisserai pas porter seule la responsabilité de cela. Il sert à mes mains fortes. D'ailleurs, il y a autre chose que tu devrais savoir. » Quoi? L'article a raison sur une chose. Ces fiançailles ont commencé comme une imposture. Mais Emma, il me regarda dans les yeux avec une intensité qui fit manquer un battement à mon cœur. Ce que je ressens pour toi n'est pas faux. Ce qui se passe entre nous n'est pas faux. Et je ne laisserai personne détruire ça, pas même ma propre famille. Ethan, dis-je, ma voix se brisant, je t'aime, dit-il simplement, les mots me frappant comme un coup physique. J'aime ta passion pour l'enseignement et tes blagues nulles et la façon dont tu discutes avec moi de livres. J'aime que tu me donnes envie d'être meilleur que je ne suis, plus courageux que je ne suis. J'aime que tu aies vu à travers tout l'argent et le pouvoir et l'héritage de la famille Carter et que tu aies trouvé quelque chose qui valait la peine d'être aimé en moi tout simplement. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Tu ne peux pas m'aimer. C'était censé être temporaire. C'était censé être sûr. Quand l'amour a-t-il jamais été sûr? Il me serra contre lui, et je pouvais le sentir trembler. Emma, je sais que c'est compliqué. Je sais que nos mondes sont différents. Je sais que le timing est terrible. Je sais qu'il y a 1 million de raisons pour lesquelles ça ne devrait pas marcher. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Je t'aime aussi, murmurai-je contre sa poitrine, les mots arrachés d'un endroit profond en moi. J'ai essayé de ne pas le faire, essayé de garder ça professionnel, mais je t'aime tellement que ça me fait peur. Nous nous serrâmes l'un contre l'autre dans la bibliothèque, entourés de siècles d'histoires d'amour, alors que notre propre histoire vacillait sur le fil du rasoir. Dans quelques heures, nous devrions affronter Eleanor Carter et les conséquences de notre tromperie. Nous devrions faire face à l'examen des médias, à la trahison familiale et à toutes les complications désordonnées de la vraie vie, mais pour ce moment, dans cette pièce parfaite pleine de livres et de rêves, nous avions l'un l'autre. Et peut-être, si nous étions très chanceux et très courageux, cela suffirait. Alors, que faisons-nous maintenant? Demandai-je, ma voix étouffée contre sa chemise. Les bras d'Ethan se resserrèrent autour de moi. Maintenant, nous allons affronter la musique ensemble, et nous disons la vérité tout, comment ça a commencé, comment ça a changé, ce que ça signifie pour nous maintenant. Et si elle ne comprend pas? Et si elle te coupe complètement les vivres? Alors nous trouverons autre chose. Nous construirons quelque chose de nouveau, quelque chose qui est entièrement à nous. Il se recula pour me regarder, ses yeux bleus brillants de détermination. Emma, il y a 3 mois, je pensais avoir tout ce que je voulais. Succès, respect, sécurité financière. Mais j'étais misérable et je ne le savais même pas. Tout a changé. Tu as tout changé. L'article sera partout d'ici demain matin. Le cirque médiatique, les questions, l'examen minutieux, ça va être horrible et invasif, et nous le traverserons ensemble. Son sourire était doux et certain, et absolument dévastateur. Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils affrontent le monde en équipe. Je regardais cet homme incroyable qui était prêt à risquer tout ce pour quoi il avait travaillé, tout ce que sa famille avait construit, pour ce que nous avions trouvé ensemble. C'était terrifiant, merveilleux et complètement insensé. C'était aussi la décision la plus facile que j'ai jamais prise. D'accord, dis-je, me hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Allons dire la vérité à ta grand-mère tout. Que ça a commencé comme une imposture mais que c'est devenu réel, que nous essayons de la protéger mais que nous avons fini par nous protéger l'un l'autre, que l'amour ne suit pas les plans d'affaires,
les attentes familiales ou les conventions sociales. Je souris, me sentant plus légère malgré tout ce que nous allions affronter. Que parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent quand on ne les cherche pas. Le sourire d'Ethan en réponse était éclatant. Yetheim, Emma Thompson? Yetheim aussi. Ethan Carter. Maintenant, allons sauver notre conte de fées. En quittant la bibliothèque main dans la main, la bague de la famille Carter captant la lumière à mon doigt, je ne pouvais m'empêcher de penser que les meilleures histoires d'amour n'étaient pas celles qui suivaient les règles, elles étaient celles qui les réécrivaient complètement. Le trajet de retour vers les Hamptons donnait l'impression de voyager vers notre exécution. Chaque kilomètre qui passait nous rapprochait de ce qui serait soit le début de notre vraie vie ensemble, soit la fin de tout ce que nous avions construit. L'article de Potin s'était répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. L'affaire des fiançailles truquées était en tendance sur Twitter. Les émissions de nouvelles de divertissement commençaient déjà à reprendre l'histoire. Et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels de reporters voulant des commentaires. « Arrête de lire les commentaires », dit Ethan, me jetant un coup d'œil depuis le siège du conducteur de son Aston Martin. Même en mode crise, l'homme semblait sorti d'un magazine, sa mâchoire serrée de détermination, ses mains fermes sur le volant malgré tout ce qui s'écroulait autour de nous. « Je ne peux pas m'en empêcher, dis-je, faisant défiler un autre fil brutal sur Instagram. Écoute celui-ci. Chasseuse d'or démasquée pour avoir escroqué le célibataire le plus convoité d'Amérique. J'espère que l'argent en valait la peine, ma chère. Emma, sa voix était ferme et douce, regarde-moi. Je posais à contre-cœur mon téléphone et rencontrais ses yeux. Même dans la lumière tamisée du tableau de bord, ils étaient la plus belle nuance de bleu que j'ai jamais vue. Quoi qu'il arrive ce soir, quoi que ma famille dise ou fasse, ce que nous avons est réel. Ce que je ressens pour toi est réel. Ne laisse pas les trolls des réseaux sociaux te faire oublier ça. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qu'on traite d'opportuniste social intrigante dans chaque section de commentaires sur Internet. La mâchoire d'Ethan se contracta, et pendant un instant, je pensais qu'il pourrait s'arrêter sur le bas-côté et exiger de voir mon téléphone pour pouvoir argumenter avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il tendit la main à travers la console et prit la mienne, la bague de la famille Carter fraîche contre sa peau chaude. Sais-tu ce que je faisais la nuit? Avant ce gala de charité? Demanda T. Tu travaillais, probablement. Tu travailles toujours. J'étais assis dans mon bureau à 2 heures du matin, regardant la ville et pensant à quel point ma vie semblait vide. J'avais tout ce que je pensais vouloir: argent, succès, respect, mais j'étais complètement seul. J'avais 34 ans, et je n'avais jamais été amoureux. Pas vraiment. Je commençais à penser que je n'en étais pas capable. Son pouce traça sur mes jointures, envoyant des frissons familiers dans mon bras. Puis je t'ai vu à travers cette salle de bal, et quelque chose s'est enclenché, même avant de connaître ton nom, même avant que nous parlions, je me sentais plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Et quand je t'ai embrassé, quand tu m'as pris pour ton actrice engagée et que tu m'as embrassé, corrigeai-je. Mais je souriais malgré tout. Quand j'ai embrassé la femme qui allait changer tout mon monde, dit-il fermement. Emma, j'ai conclu des contrats de plusieurs milliards. J'ai fait des présentations à des chefs d'État. J'ai été en couverture de magazines et j'ai donné des discours d'ouverture à des milliers de personnes, mais rien n'a jamais semblé aussi important que ce que je vais dire à ma grand-mère ce soir. Que je t'aime, que ça a commencé comme une tromperie mais que c'est devenu la chose la plus honnête de ma vie. Que je préférais tout perdre et construire quelque chose de nouveau avec toi plutôt que de passer un jour de plus à vivre le mensonge que je vivais avant de te rencontrer. Mon cœur se serre. Ethan, tu ne peux pas abandonner l'héritage de ta famille pour moi. Je ne l'abandonne pas. Je choisis ce qui compte le plus. Il porta nos mains jointes à ses lèvres, déposant un doux baiser sur mes jointures. Mon arrière-grand-père a fondé Carter Industries parce qu'il voulait construire quelque chose de durable pour la femme qu'il aimait. Mon grand-père l'a développé pour la même raison. Mes parents se sont sacrifiés pour cela parce qu'ils croyaient en la famille, en l'amour, en construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et toi? J'ai passé les 18 dernières années à construire un empire. Mais j'ai oublié pourquoi cela comptait. Tu me l'as rappelé. Ses yeux rencontrèrent les miens à nouveau, intenses et inébranlables. L'héritage des Carter ne concerne pas l'argent ou le pouvoir ou impressionner la société. Il s'agit d'amour. Il s'agit de trouver quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, quelqu'un pour qui il vaut la peine de tout risquer. Les larmes menaçaient à nouveau, mais je les repoussais. Et si ta grand-mère ne le voit pas comme ça? Alors elle a oublié de quoi parlait sa propre histoire d'amour. La voix d'Ethan était stable, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mais Emma, même si elle me coupe les vivres, même si je perds l'entreprise et l'héritage et le nom de famille, je préférerais avoir une vraie vie avec toi qu'une fausse sans toi. Le domaine des Carter se dressait devant nous, chaque fenêtre brillant de lumière malgré l'heure tardive. On aurait dit une forteresse se préparant à la bataille, ce qui n'était pas loin de la vérité. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à ne pas pouvoir dormir, observai-je alors qu'Ethan se garait dans l'allée circulaire. Toute la famille est probablement là.
Les réunions d'urgence sont une tradition des Carter quand un scandale menace. Il coupa le moteur mais ne fit aucun mouvement pour sortir. Emma. Avant que nous entrions, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi? Si ça tourne mal, s'ils se retournent contre toi, s'ils essaient de tout te reprocher, j'ai besoin que tu me laisses gérer. N'essaie pas de me protéger ou de prendre la responsabilité de la tromperie. Je t'ai entraîné là, dedans, et je t'en sortirai. Nous nous sommes entraînés l'un l'autre là, dedans, corrigeai-je. Et nous affronterons ce qui vient ensemble, souviens-toi. Son sourire était magnifique, triste et absolument dévastateur. Ai-je mentionné que je t'aime? Une ou deux fois, mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. Je t'aime, Emma Thompson, plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Plus que je ne pensais en être capable. Je t'aime aussi, Ethan Carter, c'est pourquoi nous allons nous battre pour ça, quoi qu'il en coûte. Nous marchâmes main dans la main vers l'entrée principale, où les immenses portes en chêne s'ouvrirent avant même que nous puissions sonner. Eleanor Carter se tenait dans l'embrasure, toujours élégante malgré l'heure tardive, son expression indéchiffrable. Ethan, Emma. Sa voix ne laissait rien transparaître. Merci d'être venu si vite. Tout le monde attend dans la bibliothèque. La bibliothèque du domaine des Carter n'avait rien à voir avec le sanctuaire intime de livres d'Ethan en ville. C'était une pièce formelle conçue pour intimider, lambris en bois sombre, volume relié de cuir qui n'avait probablement pas été ouvert depuis des décennies, portrait d'ancêtre Carter au visage sévère nous fixant depuis les murs, et assis autour d'une immense table de conférence se trouvaient les personnes qui tenaient l'avenir d'Ethan entre leurs mains. Lucas était là, bien sûr, son expression mêlant satisfaction et fausse préoccupation. Margaret était assise à côté de lui, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Sophia semblait mal à l'aise, souhaitant clairement être ailleurs. Et à la tête de la table se tenait Eleanor, chaque pouce la matriarche de la famille malgré ses 82 ans. « Asseyez-vous, dit Eleanor, désignant deux chaises vides en face de Lucas et Margaret. On aurait dit un tribunal. Grand-mère, commença Ethan, mais elle leva une main pour l'arrêter. Avant que quiconque ne parle, je veux que tout le monde voie exactement à quoi nous avons affaire. Elle fit un signe de tête à Lucas, qui sortit son téléphone et commença à lire. Scandale d'amour faux du milliardaire secoue la haute société, lut Lucas, son ton dégoulinant de dédain. Des sources proches de la famille Carter confirment que les fiançailles d'Ethan Carter avec l'enseignante Emma Thompson ne sont rien d'autre qu'une tromperie élaborée conçue pour duper sa grand-mère mourante afin de sécuriser son héritage. Mes joues brûlaient d'humiliation, mais je gardais le menton levé. Toute la relation du couple est fausse, continua Lucas, y compris leur histoire romantique de rencontre autour de la littérature et leur demande en mariage parfaite dans Central Park. Plusieurs sources ont confirmé que Carter avait initialement engagé une actrice pour jouer sa fiancée, et quand elle ne s'est pas présentée, il a convaincu Thompson de prendre sa place pour un paiement en espèces substantielles. Ça suffit, dit Ethan Danton sec. Mais Lucas n'avait pas fini. La question maintenant est de savoir combien de temps ils peuvent maintenir la mascarade et ce qui se passera lorsque la vérité éclatera inévitablement. Une source proche de la famille prédit que le scandale détruira la réputation de Carter Industries et pourrait conduire à une restructuration complète de la direction de l'entreprise. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, sentir le poids de chaque portrait de la famille Carter me juger depuis les murs. Eh bien, dit Eleanor finalement, je suppose que la question est de savoir si tout cela est vrai. Ethan et moi échangeâmes un regard. C'était le moment de vérité que nous redoussions et pour lequel nous nous étions préparés. Une partie est vraie, dit Ethan, sa voix stable malgré la gravité du moment. Les fiançailles ont commencé comme une tromperie. J'étais désespéré de te rendre heureuse, de te donner la tranquillité d'esprit concernant mon avenir avant il déglutit difficilement, avant que tu n'aies plus le temps de le voir. L'expression d'Eleanor ne changea pas, mais je vis quelque chose vaciller dans ses yeux de la douleur, peut-être, ou de la déception. Et l'actrice est? Demanda Margaret. Le paiement de $50 000? Était-ce vrai aussi? Oui, dis-je, trouvant ma voix. Ethan avait initialement engagé quelqu'un d'autre. Quand elle ne s'est pas présentée, il m'a prise pour elle au gala de charité. J'ai accepté de l'aider parce que, je pris une profonde inspiration, parce qu'il m'a offert de l'argent dont j'avais désespérément besoin. Combien d'argent? Demanda Lucas, son ton suggérant qu'il connaissait déjà la réponse. $75 000, dis-je, soutenant son regard directement. Plus les frais et une donation à mon école. Lucas s'adossa à sa chaise avec une satisfaction évidente. Donc, tu admets que tout cela était une transaction financière. Tu as été payé pour prétendre aimer mon cousin. J'ai été payé pour prétendre être fiancé à lui, corrigeai-je. La partie amour est arrivée toute seule. Comme c'est pratique, dit Margaret avec un rire froid. Tomber amoureuse de la cible, et peut-être que le paiement devient permanent. Tiens suffit. La voix d'Ethan trancha la pièce comme une lame. Vous voulez m'attaquer? Très bien, mais laissez Emma en dehors de ça. La laisser en dehors de ça? Lucas se leva,
son vernis d'entreprise glissant pour révéler l'ambition en dessous. Ethan, cette femme a fait de notre famille la risée de tous. Chaque associé commercial, chaque connexion sociale, chaque alliance politique que nous avons construite, ils remettent tous en question notre jugement, notre intégrité, notre aptitude à diriger une des plus grandes corporations d'Amérique. Notre réputation survivra, dit Ethan fermement. Elle l'a toujours fait. Vraiment? Parce que j'ai déjà eu 3 membres du conseil qui m'ont appelé ce soir pour demander si c'est vrai que le PDG de Carter Industries a vécu un mensonge pendant des mois. Ils remettent en question ton état mental, ta capacité de prise de décision, ton aptitude à diriger l'entreprise. Lucas. La voix d'Eleanor était calme et portait une autorité absolue. Assieds-toi. Il reprit sa place à contre-cœur, mais ses yeux restaient fixés sur Ethan avec une avidité non dissimulée. C'était son moment, sa chance de réclamer enfin ce qu'il convoitait depuis des années. Maintenant, continua Eleanor, son regard perçant passant entre Ethan et moi. J'ai entendu ce que disent les articles. J'ai entendu les préoccupations de Lucas. Ce que je n'ai pas entendu, c'est votre version de l'histoire, la vérité complète, s'il vous plaît. Ethan se redressa sur sa chaise, et je pouvais le voir passer en mode PDG confiant qui avait construit un empire. Mais quand il parla, sa voix était entièrement personnelle, entièrement humaine. La vérité est que j'avais peur, dit-il. Peur de te perdre, peur de te décevoir, peur d'affronter ta maladie sans pouvoir te donner la seule chose que tu voulais le plus, me voir installé et heureux. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement, mais elle resta silencieuse. Alors, oui, j'ai engagé une actrice. Oui, j'ai planifié une tromperie élaborée. Oui, j'étais prêt à mentir à la personne que j'aime le plus au monde parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'ajouter à tes soucis. La voix d'Ethan devint plus forte. Mais ensuite, j'ai rencontré Emma, et tout a changé. Il se tourna pour me regarder, et l'amour dans ses yeux était si clair, si sincère, que j'entendis Sophia émettre un léger son de sympathie. Emma ne faisait pas partie d'un plan, continua Teil. Elle était un accident, un magnifique accident qui est devenu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oui, elle a accepté de m'aider pour de l'argent. De l'argent dont elle avait besoin pour s'occuper de sa mère et aider ses élèves. Mais quelque part entre ce premier baiser et aujourd'hui, nous sommes tombés amoureux vraiment, complètement, impossible d'amour. Comme c'est touchant, dit Lucas sarcastiquement. Mais même si c'est vrai, et c'est un grand si, le mal est fait. Les médias ont l'histoire. Le conseil remet en question ton leadership, et la réputation de notre famille est en ruine. La chose responsable serait que tu te retires en tant que PDG et laisses quelqu'un avec un meilleur jugement prendre la relève. Quelqu'un comme toi? Le ton d'Ethan était dangereux. Quelqu'un qui met les affaires familiales au-dessus de la gratification personnelle, oui? Tu veux dire quelqu'un qui n'a jamais rien risqué pour l'amour? Qui n'a jamais mis son cœur en jeu pour une autre personne? Qui n'a jamais compris pourquoi notre arrière-grand-père a construit cette entreprise au départ? Le visage de Lucas rougit de colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ethan se leva, et soudain, il commandait la pièce d'une manière qui rendait évident pourquoi il avait eu tant de succès si jeune. Ça veut dire que Carter Industries n'a pas été construit par un calcul froid ou une stratégie d'entreprise. Elle a été construite par un homme qui aimait une femme tellement qu'il était prêt à tout risquer pour subvenir à ses besoins. Chaque génération d'hommes Carter l'a compris jusqu'à maintenant. Toi j'ai écoulé. Vraiment? Dis-moi, Lucas. As-tu déjà aimé quelqu'un plus que tu n'aimes le pouvoir? T'es-tu déjà soucié de quelque chose de plus que ta prochaine promotion, ta prochaine acquisition, ta prochaine opportunité de prouver que tu es digne du nom Carter? La question flottait dans l'air comme un défi. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, son silence révélant plus que n'importe quel mot. Je m'en doutais. La voix d'Ethan était triste maintenant plutôt que colérique, et c'est exactement pourquoi tu ne comprendras jamais ce que je vais dire. Il se tourna vers Eleanor, et je pouvais le voir rassembler son courage pour ce qui pourrait être le discours le plus important de sa vie. Grand-mère, je sais que je t'ai déçu. Je sais que je t'ai menti, trompé, traité tes souhaits comme quelque chose à manipuler plutôt qu'à honorer, et je sais qu'aucune excuse ne sera jamais suffisante pour cela. Les yeux d'Eleanor brillaient de larmes non versées, mais sa voix était stable. Continue. Mais je sais aussi que tu ne m'as pas élevé pour être en sécurité. Tu m'as élevé pour être courageux, pour me battre pour ce qui compte, pour construire quelque chose de durable, de beau et de vrai. Et c'est ce que je veux faire avec Emma. Il tendit la main vers la mienne, serrant fort. Je veux construire une vie avec elle. Je veux créer quelque chose d'honnête et de réel et digne du nom Carter. Même si ça te coûte tout, demanda Eleanor doucement. Surtout si ça me coûte tout. Parce que quel est l'intérêt d'avoir tout si tu n'as personne avec qui le partager? La pièce était complètement silencieuse. Même Lucas semblait stupéfait par la déclaration d'Ethan. C'était le moment où tout notre avenir reposait pas seulement notre relation, mais la famille d'Ethan, sa carrière, toute son identité. Eleanor se leva lentement, ses mouvements délibérés et gracieux malgré son âge.
Elle marcha autour de la table jusqu'à ce qu'elle se tienne directement devant nous, étudiant nos visages avec l'intensité de quelqu'un qui avait passé 8 décennies à apprendre à lire les gens. « Emma, dit-elle enfin, aimes-tu mon petit-fils » ? « Oui, madame, dis-je sans hésiter. Je l'aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Et es-tu prête à rester à ses côtés à travers le scandale, les attaques médiatiques, quelles que soient les conséquences que cette tromperie pourrait apporter ? Oui, madame. » Ma gorge était serrée d'émotion, mais ma voix était stable. L'argent n'a jamais été ce qui comptait pour moi. Ethan est ce qui compte. Notre avenir ensemble est ce qui compte. Eleanor hocha lentement la tête, puis se tourna vers son petit-fils. Ethan, aimes-tu cette femme ? De tout ce que je suis, grand-mère, dit-il, sa voix inébranlable, de tout ce que j'espère devenir un jour. Eleanor resta silencieuse un long moment, ses yeux perçants passant entre nous comme si elle pouvait voir directement dans nos âmes. Le silence s'étira jusqu'à ce que je pense que je pourrais crier sous la tension. Puis, de manière inattendue, elle sourit. « Eh bien, il était temps, dit-elle. »« Pardon ?» Lucas semblait avoir été giflé. « J'ai dit qu'il était temps. » Le sourire d'Eleanor s'élargit. « Pensez-vous vraiment que j'ai construit un mariage de 50 ans et élevé des enfants à succès sans apprendre à reconnaître l'amour véritable quand je le vois ?» Mon cœur s'arrêta. « Vous saviez ? Ma chère fille, je l'ai su dès l'instant où je t'ai rencontré à ce gala de charité. » Ses yeux pétillaient de malice. « Aucune actrice, aussi talentueuse soit-elle, n'aurait pu regarder mon petit-fils comme tu l'as fait. Aucun montant d'argent n'aurait pu créer l'alchimie que j'ai vue entre vous. » Ethan fixait sa grand-mère, choqué. Mais l'ultimatum concernant les fiançailles, la pression pour le mariage. C'était ma manière de te forcer à arrêter de te cacher derrière le travail et d'ouvrir ton cœur à la possibilité de l'amour. La voix d'Eleanor était chaude mais ferme. Je suis être vieille, mais je ne suis pas aveugle. Tu as été misérable pendant des années, te jetant dans les affaires pour éviter de gérer ta vie émotionnelle. Je t'ai simplement donné une échéance pour régler les choses. Mais l'héritage commença à Ethan. N'a jamais vraiment été en danger. Oh, j'aurais être donné une partie à des œuvres de charité pour faire valoir mon point, mais te couper complètement ? Jamais. L'expression d'Eleanor s'adoucit. Tu es mon petit-fils, Ethan. Tu es de la famille. Le soulagement sur le visage d'Ethan était magnifique à voir, mais Lucas semblait avoir avalé quelque chose de toxique. Donc, tout cela était quoi ? Un test élaboré ? Demanda-t-il. Pas un test, exactement. Plus une intervention. Eleanor retourna à son siège, semblant bien trop satisfaite d'elle-même. Je pouvais voir qu'Ethan était capable d'un grand amour. Il avait simplement besoin de la bonne motivation pour le trouver. Et Emma ? Eh bien, Emma était clairement exactement ce dont il avait besoin. Mais les articles, protesta Margaret, le scandale. L'attention des médias passera, comme toujours. Le ton d'Eleanor était dédaigneux. Les gens aiment une histoire de rédemption, surtout une qui implique une romance véritable. Son expression devint plus sérieuse. D'ailleurs, la vraie question n'est pas de savoir si les médias approuvent cette relation. C'est si elle est authentique, durable et construite sur le type de valeurs qui soutiendront la famille Carter pour une autre génération. Elle me regarde directement. Emma, je sais que cela a commencé comme un arrangement, mais je sais aussi que tu as eu de multiples occasions de partir, surtout quand les choses sont devenues compliquées, et tu as choisi de rester. Cela m'en dit long sur ton caractère. Madame Carter Eleanor, me corrigeai-je, j'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu vous tromper. Je tiens à vous, et je tiens à l'héritage de votre famille. La dernière chose que je voulais était de causer du tort. Et pourtant, tu étais prête à risquer ce tort pour l'amour, tout comme Ethan l'était. Le sourire d'Eleanor était chaleureux et approbateur. Ma chère, c'est exactement le genre de femme que j'espérais que mon petit-fils trouverait quelqu'un d'assez courageux pour prendre des risques, d'assez fort pour affronter les tempêtes, et d'assez sage pour savoir que les meilleures choses dans la vie valent la peine de se battre pour elles. Lucas s'éclaircit bruyamment la gorge. Tout cela est très touchant, mais ça ne répond pas aux préoccupations pratiques le conseil d'administration, nos partenaires commerciaux. L'examen des médias sera géré de manière appropriée, dit Eleanor fermement. Ethan s'adressera directement au conseil, expliquant que bien que ses fiançailles aient commencé de manière non conventionnelle, ses sentiments sont entièrement sincères. Nous organiserons des interviews avec des journalistes réputés pour raconter notre version de l'histoire, et nous avancerons avec dignité et honnêteté. Et si ce n'est pas suffisant ? Insista Lucas. Si le conseil perd confiance dans le leadership d'Ethan ? L'expression d'Eleanor devint d'acier. Alors ils découvriront que cette entreprise a été construite par les Carter, et continuera d'être dirigée par les Carter, quelles que soient leurs opinions sur nos vies personnelles. C'était une performance magistrale, la matriarche de la famille affirmant son autorité tout en faisant comprendre que l'amour et la loyauté comptaient plus que les politiques d'entreprise. Lucas semblait vouloir argumenter davantage, mais même lui n'était pas assez courageux pour défier Eleanor quand elle parlait avec ce ton. Maintenant,
continua Eleanor, sa voix retrouvant sa chaleur habituelle, je crois que nous avons des questions plus urgentes à discuter, comme quand vous deux allez vraiment vous marier. Je faillis m'étouffer avec ma propre salive. Marié? Eh bien, bien sûr. Vous êtes fiancés, n'est-ce pas? Et sauf erreur de ma part, vous êtes véritablement amoureux. Alors, quand est le mariage? Ethan et moi nous regardâmes, paniqués. Nous avions été tellement concentrés à survivre au scandale et à maintenir nos fausses fiançailles intactes que nous n'avions jamais vraiment discuté de ce qui suivrait. Nous n'avons pas encore fixé de date, dit Ethan prudemment. Eh bien, remédions à cela tout de suite. Je ne rajeunis pas, et j'aimerais voir mon petit-fils correctement marié avant d'être trop vieille pour en profiter. Eleanor sortit son téléphone avec l'efficacité d'une femme 2 fois plus jeune. Je pense à mai. Les jardins seront magnifiques, le temps devrait être parfait, et cela nous donne assez de temps pour planifier quelque chose digne du nom Carter. Eleanor, dis-je faiblement, ne pensez-vous pas que nous devrions prendre un peu de temps pour... Pourquoi? Découvrir si vous vous aimez? Nous l'avons établi. Déterminer si vous êtes compatibles? Vous vivez ensemble depuis des mois. Décidez si vous pouvez affronter des circonstances difficiles ensemble? Vous venez de le faire? Elle leva les yeux de son téléphone avec un sourire qui n'admettait aucun argument. À moins, bien sûr, que vous ayez des doutes. Aucun doute, dit Ethan fermement, sa main trouvant la mienne et serrant fort. Emma, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Pas pour affaire ou pour la pression familiale ou pour toute autre raison que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ce n'était pas la demande en mariage la plus romantique du monde. Nous étions assis dans une bibliothèque formelle, entourés de toute sa famille, encore sous le choc d'un scandale médiatique, venant de confesser une tromperie élaborée, mais en regardant dans les yeux bleus d'Ethan, voyant l'amour, l'espoir et la détermination qu'il contenait, je ne pouvais imaginer un moment plus parfait. Oui, dis-je, et le mot semblait comme sauter d'une falaise et découvrir que je pouvais voler. Oui, je t'épouserai. La bague de la famille Carter à mon doigt captait la lumière alors qu'Ethan portait ma main à ses lèvres, et je réalisais qu'elle ne semblait plus étrangère. Elle semblait à sa place, comme si j'étais à ma place, comme si ce conte de fées impossible était devenu ma vraie vie. Excellent, dit Eleanor, prenant déjà des notes sur son téléphone. J'appellerai la planificatrice de mariage dès demain matin. Et Emma, ma chère, nous devrons discuter de ta robe, des fleurs, de la liste des invités. En fait, interrompis-je, me sentant plus courageuse que je ne l'avais jamais été, j'ai une requête. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Je veux que mes élèves soient là tous. Je sais que c'est non conventionnel, mais ils sont ma famille aussi. Et toute cette histoire a commencé parce que je voulais les aider. J'aimerais qu'ils voient comment l'histoire se termine. Le sourire d'Eleanor était radieux. Ma chère fille, ce n'est pas du tout non conventionnel. C'est exactement ce que devrait être un mariage Carter, une célébration de la famille, quelle que soit la manière dont nous choisissons de la définir. Alors que la famille commençait à discuter des plans de mariage avec l'enthousiasme de personnes qui venaient d'éviter une crise majeure, je sentis le bras d'Ethan glisser autour de mes épaules, me rapprochant de lui. Alors, murmura-t-il à mon oreille, comment te sens-tu à l'idée d'épouser officiellement un milliardaire? Comme si j'épousais l'homme que j'aime, répondis-je. La partie milliardaire est juste un bonus. Bonne réponse. Ses lèvres s'effleurèrent ma tempe. Parce que j'ai le sentiment que notre véritable aventure ne fait que commencer. En regardant autour de la pièce notre famille déjà en train de débattre avec passion des arrangements floraux et des options de menu, je ne pouvais m'empêcher de rire. Cognac, discret. Après avoir survécu au drame du scandale des fausses fiançailles, je pense que je peux gérer tout ce que la famille Carter me lancera. Même le discours de l'enterrement de vie de garçon de Lucas. Je jetai un coup d'œil à son cousin, qui boudait encore dans son fauteuil comme un enfant à qui on aurait dit que Noël était annulé. D'accord, peut être pas tout, mais presque. Le rire d'Ethan était pur bonheur. Et alors qu'il me rapprochait, je réalisais que parfois, les meilleures histoires d'amour sont celles qui commencent par un mensonge et se terminent par la plus belle vérité de toutes. Que l'amour véritable vaut toujours le risque. 6 mois plus tard, alors que je marchais dans l'allée des jardins du domaine Carter vers l'homme qui était devenu accidentellement mon destin, entouré de mes élèves, de sa famille et de centaines de fleurs, je pensais à quel point notre histoire avait été parfaitement imparfaite. Nous avions commencé par une tromperie et trouvé la vérité. Nous avions prévu temporaire et découvert pour toujours. Nous pensions faire semblant et réalisâmes que nous étions enfin réels pour la première fois de notre vie. Et alors qu'Ethan glissait une nouvelle bague à mon doigt, une que nous avions choisie ensemble, une qui représentait notre vrai début. Plutôt que notre faux, je sus que les meilleurs contes de fées n'étaient pas ceux qui suivaient toutes les règles. Ils étaient ceux qui les réécrivaient complètement. Fin.